FortPrev 2 de 10h à 11h et ensuite un temps de questions-réponses de 11h à 11h30. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire via le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et nous tâcherons d'y répondre sur la demi-heure prévue aux questions-réponses. Si toutefois nous ne pouvions pas répondre à toutes vos questions, nous reviendrons vers vous dans un deuxième temps pour répondre à ces questions. Nous sommes donc à distance. Il se peut que des problèmes informatiques se posent, des déconnexions, des problèmes de son, des problèmes de caméra. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter. Encore une fois, le webinaire sera enregistré et si vous aviez vraiment de gros problèmes de connexion, vous savez que vendredi matin, sur le même créneau horaire, nous organisons une deuxième session de présentation de FortPrev 2. Donc, vous pourrez également reprendre ce webinaire vendredi matin de 10h à 11h30. Alors, FortPrev, pour rappel, donc, un outil de gestion des formations mises à la démultiplication, inscrites au plan national de formation. FortPrev, dans sa version actuelle, est arrivé en 2013, à peu près 2 ans après le lancement du processus de démultiplication. FortPrev, à l'époque, était donc destiné à gérer les sessions de formation et pour nous, CARSAT, de pouvoir organiser l'animation de notre réseau d'organismes de formation, mais également des entreprises habilitées. FortPrev évolue. Il évolue notamment en lien avec des règles et je fais référence notamment au RGPD, puisque c'est ce RGPD qui induit l'évolution de FortPrev telle que vous connaissez, que vous l'exploitez aujourd'hui. Donc, c'est une évolution contrainte et qui va amener beaucoup de changements dans nos pratiques pour vous et donc pour nous, et notamment dans nos relations. Nous allons donc devoir réorganiser notre animation de réseau et nos relations, mais tout ça va vous être expliqué au cours du webinaire. FortPrev, dans sa version actuelle, sera inaccessible à compter du 20 décembre, donc la semaine prochaine, jusqu'à la mise en ligne de FortPrev 2, prévue, je dis bien prévue, par l'INRS, à compter du 9 janvier 2023, donc date qui reste à confirmer, mais pour le moment, c'est ce qui est donc prévu. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons donc à partir de 11h jusqu'à 11h30 via le chat. Merci et bon webinaire. Juste une petite précision qu'on avait, d'abord bonjour, une petite précision qu'on avait indiquée sur la première page. Si vous avez des questions au fur et à mesure du diaporama, vous pouvez préciser la diapositive qui est concernée par votre question. Ce sera peut-être plus simple pour s'y retrouver à la fin du webinaire. Donc, voilà sur quoi va porter notre webinaire aujourd'hui. D'abord, tout ce qui concerne les éléments de reprise de données concernant le déploiement de FortPrev 2. La gestion du compte utilisateur, le processus d'habilitation, comment ajouter gestionnaire ou délégataire. Ensuite, on passera sur le processus de certification. Et enfin, pour terminer, sur la suppression des données à caractère personnel en lien avec le RGPD. Et puis, le module de diffusion d'informations ciblées. Et puis, un petit point sur l'aide et l'assistance qui va être mis en place pour vous accompagner au mieux. Alors, en préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que l'outil FortPrev 2 ne modifie ni la procédure d'habilitation, ni les pratiques de formation cadrées par les différents documents de référence et cahiers des charges. Même si ces cahiers des charges vont être mis à jour par rapport à FortPrev, l'habilitation ou le cadre des formations reste identique à ce que vous connaissez. FortPrev 2 va plutôt simplifier et faciliter vos pratiques et les nôtres. Simplification par la dématérialisation de la demande et par l'allègement, vous le verrez, des informations demandées, que ce soit au niveau de l'habilitation ou au niveau de la certification.
Et puis, il sera facilitant par la visibilité que vous aurez sur l'état d'avancement de la demande et les différents allers-retours que nous pourrons faire tout au long de l'instruction et de la vie de l'habilitation. Par contre, effectivement, le RGPD impose la suppression de données personnelles après exploitation, ce qui va considérablement modifier les pratiques et nécessiter une vigilance pour tous les utilisateurs. Un autre changement impactant pour vous, pour les entités habilitées et pour les utilisateurs, gestionnaires, délégataires ou formateurs, c'est le fait que ce qui n'était pas bloquant sur ForPrev 1 le devient sur ForPrev 2. Une habilitation échue ou un certificat non valide permettait encore de pouvoir enregistrer des sessions. Demain, dans ForPrev 2, ce ne sera plus le cas. On va le développer au fur et à mesure des diapositives. Faire rentrer les derniers participants. Donc, au niveau du déploiement de ForPrev 2, les données qui seront reprises à partir de la mise en œuvre de l'outil vont concerner toutes les habilitations actives au 1er janvier 2023. Et dans l'habilitation active, on parle de la partie tronc commun et de la partie habilitation technique. Vous verrez que sur ces éléments-là, certaines rubriques ne sont pas reprises, mais l'essentiel de l'habilitation est repris. Les correspondants habilitations des habilitations actives seront également repris et deviendront gestionnaires sur ForPrev 2. Par contre, les rôles actuels de correspondants d'entités, ce qu'on appelait CEA, et d'assistants ne seront pas repris. On verra comment ils peuvent être transformés, comment ils sont transformés. Tous les formateurs à jour de leur certificat au 1er janvier 2023 seront repris dans ForPrev 2 et également les formateurs dont le certificat est échu depuis le 1er juin 2022. Ceci pour faciliter l'enregistrement de leur nouvelle certification à partir du MAC qui devrait intervenir normalement rapidement. Ce que l'on conseille aux formateurs d'ici à la fermeture de ForPrev 2, c'est-à-dire assez rapidement, d'ici au 20 décembre, c'est d'éditer les certificats à partir de ForPrev 1. Vous avez la possibilité d'aller sur votre compte personnel et d'éditer vos certificats. Pensez notamment à éditer tous les certificats qui sont obsolètes et qui ne seront pas repris dans ForPrev 2, ce qui vous permettra d'avoir un élément pour vous présenter à un MAC et de justifier de votre ancien certificat de formateur. Et puis, une petite précision qui a son importance, c'est que la fermeture de ForPrev au 20 décembre va concerner tous les utilisateurs, y compris nous, le réseau des CARSAT et l'INRS. Donc, si vous n'avez pas réussi d'ici le 20 décembre à télécharger ou éditer vos certificats, il ne sera pas utile de nous appeler pour nous demander de le faire. On n'aura pas plus la possibilité que vous de le faire. Donc, soyez vigilants à cette date-là. Si vous avez besoin de télécharger quoi que ce soit sur ForPrev 2, sur ForPrev 1, pardon, faites-le bien dès aujourd'hui jusqu'au 19 décembre. Concernant l'activité qui a été enregistrée sur ForPrev, il n'y aura pas de reprise de l'historique. Aucune session déclarée dans ForPrev 1 ne sera reprise, quel que soit son statut. Aussi bien les sessions clôturées depuis plusieurs années ou quelques mois que les sessions en cours. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez exporter l'historique des sessions de ForPrev 1. Et pour ceci, vous avez un mode opératoire. Donc, vous l'aurez sur le diaporama, mais ce lien est accessible également sur la page d'accueil de ForPrev. Pour rappel, on l'avait déjà précisé dans le webinaire qu'on vous avait présenté en novembre, dans ForPrev 1, on va vous demander de saisir d'ici le 20 décembre toute l'activité que vous avez à condition de pouvoir générer les certificats, c'est-à-dire clôturer la session, générer, télécharger les certificats. Et dans ForPrev 2, dès janvier 2023, vous pourrez saisir les sessions en multiséquence qui auraient commencé en 2022 et qui se termineront en 2023, et également toutes les sessions que vous n'aurez pas clôturées en 2022. Il faudra les ressaisir sur ForPrev 2. Concernant la gestion du compte utilisateur, il nous a paru important, dans un premier temps, de vous rappeler les rôles des différents utilisateurs sur ForPrev 2, pour
pour avoir des éléments de langage communs sur la suite du diaporama. Donc, on va retrouver tout d'abord le demandeur, c'est celui qui initie la première demande et qui va devenir ensuite gestionnaire à la validation de cette première demande. Et en tant que gestionnaire, c'est la personne qui est en charge des habilitations, qui a en fait tous les droits sur FortPrev. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore sur FortPrev 1 le correspondant habilitation. Donc, il peut demander de nouvelles habilitations, il peut effectuer le renouvellement, il va pouvoir déclarer les certifications et également créer les utilisateurs. Ce qu'on conseille, c'est de désigner au moins 2 gestionnaires, on le verra un petit peu plus tard également. Ensuite, on va retrouver un rôle de délégataire. Le délégataire, c'est la personne qui sera désignée par le gestionnaire comme relais pour déclarer les certifications. On a fait un zoom sur la diapositive suivante pour aller un petit peu plus loin sur ce rôle de délégataire qui sera défini dans le règlement d'habilitation. Ensuite, on va retrouver le signataire, c'est celui qui engage l'entité. C'est le signataire de la lettre d'engagement au moment de la demande d'habilitation. Par formateur, on entend tous les animateurs d'une session de certification, qu'ils soient formateurs ou formateurs de formateurs. Par stagiaire, on entend tous les individus qui suivent une session de certification, quel que soit le niveau, donc aussi bien acteurs, animateurs prévention ou formateurs. Et enfin, par utilisateur, on entend toutes les personnes qui possèdent un compte dans FortPrev, quel que soit leur rôle. Et là, on entend aussi bien le demandeur, le gestionnaire, le délégataire, voilà, toutes les personnes qui vont avoir un rôle. Bien sûr, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et il pourra naviguer sur FortPrev d'un rôle à l'autre assez facilement. Pour accéder à plusieurs rôles, ce sera toujours le même identifiant et le même mail. Et simplement, il y aura sur la page d'accueil la possibilité de basculer d'un rôle à l'autre. Alors, je vous disais qu'on allait faire un zoom sur le délégataire. Vous avez ici l'article 5 du futur, enfin de la mise à jour du règlement d'habilitation qui sortira en janvier 2023 en même temps que FortPrev 2 et qui définit ce qu'on entend par délégataire. Le délégataire, c'est celui qui a le pouvoir de déclarer des sessions de certification au nom de l'entité habilitée. Ce délégataire, il doit avoir un lien juridique qui le lie à l'entité habilitée, à l'exclusion de tout lien de nature commerciale ou financière, y compris la franchise. Pour être un petit peu plus clair, le rôle de délégataire correspond aujourd'hui au rôle d'assistant ou de correspondant entité associée dans FortPrev 1. C'est une personne physique qui dépend soit de l'entité habilitée, soit d'une antenne. Et quand on parle d'antenne, on parle bien d'entité qui a un lien juridique avec l'entité qui porte l'habilitation et pas de lien de nature commerciale. Du coup, le délégataire, ce n'est pas une personne d'un organisme de formation sous-traitant, par exemple, ou ce n'est pas non plus un autre organisme de formation non habilité qui interviendrait pour le compte de l'entité habilitée dans le cadre d'un prêt d'habilitation, ce qui, normalement, est rigoureusement interdit. J'étais un petit peu trop vite. Dernière petite précision, il n'y aura pas de justificatif à fournir au moment de l'enregistrement des délégataires, simplement l'entité qui porte l'habilitation s'engage à respecter cet article-là et c'est cette entité-là qui sera responsable, qui sera tenue comme responsable en cas de contrôle. C'est bien l'entité qui porte la demande qui est tenue responsable des formations qui sont dispensées sous couvert de cette habilitation. La déclaration d'un délégataire, elle va se faire en fonction de l'organisation de l'entité. Quand on parle d'antenne ou de filiale, si on considère que l'entité demandeuse anime le réseau de ces antennes, à ce moment-là, elle peut utiliser le principe des délégataires. S'il n'y a pas d'animation de réseau, à ce moment-là, on va plutôt vous conseiller que chaque entité porte sa propre habilitation. Une petite précision importante, mais ça ne change pas par rapport à ce qu'on connaissait sur FortPrev 1, seule l'adresse de l'entité habilitée apparaît sur les listes de l'INRS. Tous les délégataires qui proviendraient d'une antenne ou d'une filiale n'apparaîtraient pas sur FortPrev 2, sur les listes de l'INRS. En synthèse, le délégataire peut donc être un collaborateur de l'entité demandeuse, exemple un formateur, un assistant ou une assistante, ou un collaborateur d'une filiale ou d'une antenne qui serait lui-même formateur ou assistant.
vais laisser la parole à Anaïs, qui va vous présenter la suite de la présentation. Merci Agnès. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais vous parler de la première connexion sur FortPrev 2. Alors, j'attire toute votre attention. Je parle bien à tous les utilisateurs, quel que soit votre rôle. Donc, vous pouvez donc saisir l'email au numéro FortPrev que vous avez et il faut absolument utiliser la procédure du mot de passe oublié. Donc, le mot de passe, c'est un mot de passe classique, 8 à 50 caractères, une majuscule, minuscule, un caractère numérique et caractère spécial minimum. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, alors, je vous invite fortement à cocher donc, les notifications, les alertes et les messages ciblés pour que, en fait, enfin, si vous cochez toutes ces notifications, je vais y arriver. Bah, ça permettra d'avoir un message concernant le tableau de bord FortPrev et ne pas passer à côté d'une information importante. Sans notification par mail, ça nécessite de se connecter régulièrement. Et sur FortPrev 2, des actions mises en avant sur le compte de chaque utilisateur, soit depuis le tableau de bord contenant des alertes et des messages, soit depuis le menu à traiter, des pastilles apparaîtront dans le menu pour indiquer le nombre d'actions à traiter. Alors, pour la première connexion sur FortPrev, là, on parle pour les formateurs. Il est important que le formateur choisisse donc sa caisse de rattachement, choix par rapport à son lieu principal d'activité ou de résidence, par exemple, défini depuis une liste déroulante, et c'est un choix obligatoire, mais modifiable à tout moment. Voici ensuite les accès aux données personnelles. Donc, pour accéder à ces données personnelles, vous pouvez les vérifier et modifier ou faire modifier l'adresse mail, le nom, prénom, date de naissance modifiable en contactant la hotline. Vous pouvez aussi modifier les choix des notifications, modifier son mot de passe pour le formateur, modifier sa caisse de rattachement. Voici. Et ensuite, vous enregistrez. Et je pense que j'ai fini. Je laisse encore la parole à Agnès. Merci. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du processus d'habilitation en regardant un petit peu comment ça va se passer avec des copies d'écran. Donc, déjà, dans un premier temps, repréciser que la demande d'habilitation, elle va se passer en 2 temps pour l'entité. D'abord, la saisie des informations administratives par l'entité, qui sera soumise à la validation par la caisse instructrice, qui reviendra ensuite sur le compte du gestionnaire ou du demandeur pour demander l'habilitation sur un ou plusieurs dispositifs niveau. Et ensuite, cette demande reviendra sur le compte de la caisse instructrice pour être instruite et, si elle est recevable, envoyée à la Commission nationale d'habilitation pour décision. Cette procédure garantit en fait la conformité des données administratives, donc de l'existence de l'entité, avant d'engager la demande d'habilitation, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'effectivement, on a eu un certain nombre d'entités, de demandes qui ont pu être instruites avec des numéros SIRET qui n'étaient plus valables ou pour les organismes de formation, des numéros de déclaration d'activité qui n'étaient plus en cours. Donc là, ça permettra de faire une première validation avant d'aller plus loin dans la demande d'habilitation. Depuis, donc, on est là dans le cas d'une première demande, c'est-à-dire une entité qui n'a jamais été habilitée sur FortPrev. Depuis la page de connexion, donc la page d'accueil, le demandeur va pouvoir cliquer sur la création d'un compte demandeur et saisir les informations demandées. Donc là, ce qui va lui être demandé dans un premier temps, c'est le nom, prénom, la date de naissance et l'email. Et ensuite, il recevra un mail pour finaliser la création du compte et créer son mot de passe. À partir de là, il va pouvoir saisir les informations administratives demandées. Donc, tout d'abord, le type d'entité. Et là, il y a 3 types d'entités, organisme de formation, entreprise ou collectivité. S'il s'agit d'un organisme de formation, il va saisir le numéro de déclaration d'activité. Ensuite, la raison sociale, la nature du régime donc général ou hors régime général, le numéro SIRET, la déclaration URSSAF. Donc là, vous aurez la possibilité de télécharger l'attestation de paiement des cotisations sociales. Et enfin, les éléments concernant l'adresse.
À tout moment, la demande peut être enregistrée, mise en attente ou abandonnée si le demandeur ne souhaite pas aller plus loin. Si la demande est complète, donc la page suivante, c'est le signataire, donc la personne qui engage la demande d'habilitation, enfin l'habilitation. Et si la demande concerne un organisme de formation, c'est à ce stade-là aussi qu'il sera demandé si l'organisme souhaite que ses coordonnées apparaissent sur la liste de l'INRS. Si la demande est complète à ce stade-là, vous allez pouvoir cliquer sur « Soumettre » et la demande sera envoyée à la caisse instructrice qui est définie par le code postal de l'adresse. Sauf pour les collectivités et pour les organismes majeurs, c'est-à-dire les organismes nationaux, qui, pour ces demandes-là, elles seront adressées à l'INRS et traitées par l'INRS, ce qui se fait déjà à l'heure actuelle. C'est le cas d'une entité déjà habilitée et qui souhaiterait demander une habilitation supplémentaire. Donc, à partir du compte actif, sur FortPrev 2, le gestionnaire va pouvoir vérifier les données administratives avant toute demande d'habilitation. C'est un passage obligatoire. Si une modification est apportée sur la partie administrative, celle-ci sera suivie d'une instruction par la caisse instructrice lorsque la modification va porter sur le type d'entité, la raison sociale, le régime, le SIRET, l'attestation URSSAF et l'adresse. C'est-à-dire, en gros, à peu près tous les champs sauf le signataire. Si aucune modification n'est apportée sur la partie administrative, le gestionnaire va pouvoir effectuer directement sa demande d'habilitation. Il va pouvoir ensuite choisir un dispositif niveau. La liste lui sera proposée en fonction des habilitations qui sont déjà existantes sur le compte. Je reviens sur le premier point. Si une modification est apportée sur la partie administrative, à ce moment-là, la demande elle va intervenir comme sur une demande initiale, c'est-à-dire que la demande est envoyée sur le compte de la CARSAT instructrice, est validée et elle va revenir sur le compte de l'entité. Dans le cas d'un renouvellement d'habilitation, il y a déjà quelques règles importantes à noter par rapport au fonctionnement de FortPrev 2. C'est que l'habilitation n'est plus valable après la date d'échéance. Alors ça, ce n'est pas nouveau, hein, c'est une règle qui est déjà établie comme ça dans les différents documents de cadre. Sauf qu'effectivement, sur FortPrev 1, une demande de renouvellement protégeait, entre guillemets, cette échéance. C'est-à-dire que si vous aviez engagé une demande de renouvellement et que la demande de l'échéance de l'habilitation arrivait en même temps que ce renouvellement, vous pouviez continuer l'activité. Sur FortPrev 2, ce ne sera plus le cas. L'habilitation, elle n'est plus valable après la date d'échéance, ce qui veut dire qu'il va falloir anticiper au maximum ce renouvellement. Il va pouvoir être lancé sur FortPrev 2 1 an avant l'échéance de l'habilitation. Et pour ça, le gestionnaire ou les délégataires vont recevoir 2 alertes, une à 12 mois et une à 6 mois. Et là, je vais faire le lien avec ce qu'Anaïs a évoqué tout à l'heure, le fait de recevoir les notifications par mail. En fait, ces alertes, elles vont arriver sur le tableau de bord du gestionnaire ou du délégataire. Ça veut dire que ça nécessite de se connecter régulièrement sur FortPrev pour en avoir connaissance. Et donc, il y a un outil qui est mis à disposition, c'est la notification par mail, qui va permettre au gestionnaire ou au délégataire de recevoir systématiquement une alerte, une notification par mail lui disant « Vous avez une tâche à traiter, vous avez un message, vous avez une échéance qui arrive à terme sur le compte FortPrev, connectez-vous ». Donc, c'est très important pour le suivi de FortPrev, pour le suivi de l'habilitation et également, on le verra tout à l'heure, pour le suivi des certifications, de notifier, enfin de demander la réception des notifications par mail. Si vous faites le choix de renouveler l'habilitation plusieurs mois avant la date d'échéance, il faut savoir que la nouvelle date d'habilitation sera fixée par rapport à la date de fin de la précédente habilitation. Vous ne perdrez pas de temps. Ça veut dire que si vous anticipez votre renouvellement de 6 mois, l'habilitation partira de la date de fin de la précédente habilitation plus 5 ans. Et pour revenir sur le renouvellement, quand on parle d'anticiper suffisamment le renouvellement de l'habilitation, ça veut dire que si un renouvellement nous arrive en caisse 2 mois ou 1 mois avant,
et qu'on n'a pas le temps matériellement d'instruire cette demande, de l'envoyer à la CNH et que la CNH puisse l'instruire, l'habilitation tombe à la date d'échéance. Nous, en caisse, on poursuit l'instruction, mais par contre, pendant cette période-là où l'habilitation n'est plus valable, vous ne pouvez plus enregistrer d'activité sur FortPrev, donc normalement, vous ne pouvez plus exercer l'activité en attendant la nouvelle décision de la CNH. Le principe de renouvellement, c'est un petit peu comme le principe d'une demande d'habilitation supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez d'abord vérifier les données administratives. Elles vont être mises à jour le cas échéant, envoyées à la CARSAT instructrice si nécessaire, et ensuite l'habilitation peut être renouvelée en actualisant les documents qui avaient fait l'objet de la précédente habilitation. Et pour ça, vous aurez accès dans le menu FortPrev à la liste des habilitations de mon entité, et vous verrez pour chaque habilitation, vous avez accès à la date de début et à la date de fin, et vous avez cette petite flèche là tournante qui vous indique que vous pouvez renouveler celle-ci. Une fois que la demande administrative a été soumise, dans le cas à la fois d'une demande initiale, d'une demande de renouvellement ou d'une demande supplémentaire, la demande passe sur le compte du gestionnaire à l'état de partie administrative en cours de validation. Une fois instruite par la caisse, elle revient sur le tableau de bord du gestionnaire de l'entité. Donc, vous voyez dans le menu de gauche, ici, vous voyez dans le menu de gauche, alors, non. Souris, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans le menu de gauche, en bas, vous avez les demandes et vous avez à traiter avec une petite pastille précisant que vous avez une demande à traiter. Et ensuite, vous sélectionnez la ligne et vous voyez que sur la ligne, l'état de la demande est passé à dossier administratif validé, ce qui veut dire que vous pouvez déposer la demande d'habilitation sur le dispositif niveau, une ou plusieurs demandes en fonction des dossiers que vous avez. À chaque étape de l'instruction, la demande peut être envoyée par la caisse pour complément ou modification. Une zone commentaire est à la disposition à la fois du réseau prévention et de vous, entité, pour pouvoir noter les commentaires, soit de notre côté, vous indiquer pour quelles raisons on vous renvoie la demande à modifier, par exemple, et vous, de votre côté, pour nous renvoyer les éléments que vous avez modifiés. À partir de là, le demandeur ou le gestionnaire peut déposer sa demande d'habilitation. Vous voyez que la demande va fonctionner avec un système d'onglets. D'abord, un premier onglet information où vous retrouvez les différentes étapes de l'habilitation. Ensuite, vous allez avoir un onglet entité qui redonne les éléments administratifs qui ont été renseignés. Et puis un onglet pédagogique, où là, on va pouvoir rentrer les éléments concernant la demande d'habilitation. Ces éléments sont simplifiés par rapport à ce que vous connaissiez sur FortPrev 1. On a distingué des dispositifs qui vont avoir uniquement des éléments pédagogiques, comme le SST et le PRAP, et on verra après des dispositifs qui ont des éléments techniques et pédagogiques, comme échafaudage ou amiante avec des plateformes. Donc, pour les dispositifs simples, entre guillemets, qui n'ont que des éléments pédagogiques, vous allez pouvoir sélectionner le dispositif et le niveau. Ensuite, vous aurez la lettre d'engagement directement téléchargeable sur cette page-là, à signer et à recharger sur la demande. Cette lettre d'engagement va rester disponible tant que l'habilitation sera valide. Et s'il s'agit d'un renouvellement ou d'une habilitation supplémentaire, cette lettre de demande sera à actualiser, c'est-à-dire à recharger et à resigner et à redéposer. Et ensuite, vous avez la liste des justificatifs pédagogiques qui sont requis pour la demande d'habilitation par rapport au dispositif niveau de la demande. Cette liste, elle est paramétrable par l'administrateur et donc vous aurez, par exemple, pour un dispositif SST, il n'y aura aucun document puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun document qui est demandé dans le cadre de l'habilitation. Pour un dispositif PRAP, il y a la distinction organisme de formation ou entreprise. Donc, par exemple, on va avoir les programmes et le déroulé pour les organismes et uniquement les programmes pour les entreprises. Donc, vous saurez exactement, en plus de ce qui est précisé dans les cahiers des charges, les documents que vous devez joindre. On vous demandera de privilégier l'envoi de documents en PDF pour garder un maximum la version imprimable, si on doit les imprimer, ou même en consultation à l'écran, c'est beaucoup plus simple en PDF qu'en document, et c'est un peu moins lourd aussi.
Ces documents téléchargés, vous aurez l'accès, en tout cas le gestionnaire aura l'accès à ces documents téléchargés pendant tout le temps, enfin aura la possibilité de télécharger ces documents pendant tout le temps de l'habilitation. Par contre, attention, il n'y a pas d'historique des documents écrasés. C'est-à-dire que si vous faites une modification sur un document et que vous chargez un nouveau document, on n'aura pas de trace de l'ancien document. Donc ça, c'est bien à vérifier et peut-être à préciser, du coup, sur le document que vous chargez sur la demande, de préciser une version et une date. Ensuite, pour les autres dispositifs avec des éléments techniques, type plateforme, comme les échafaudages, l'amiante, le CATEC, sur la partie technique, on va retrouver donc la liste des documents qui correspondent à ces dispositifs-là. Et pour les plateformes, il y a deux types de plateformes. Il y a la plateforme qu'on dit pédagogique, mobile. Là, c'est la possibilité d'enregistrer des plateformes mobiles dans d'autres lieux que ceux indiqués dans la liste des plateformes fixes. Et en dessous, vous avez la liste des plateformes fixes et vous pouvez ajouter autant de plateformes que nécessaire. Et ensuite, les documents nécessaires qui se rapportent aux plateformes que vous venez de lister. Dans le cas d'un renouvellement, bien sûr, les informations et les documents doivent être actualisés. Au bout de 5 ans, les plateformes peuvent avoir évolué et tous les supports technico-pédagogiques ont forcément évolué. À partir de là, là où les demandes d'habilitation sont complètes, elle est soumise à l'instruction de la CARSAT et donc en état, la demande passe à instruction, demande d'habilitation, étape 1. Alors, on vous a indiqué dans la suite les différents jalons que vous pouvez retrouver sur votre demande d'habilitation pour pouvoir suivre en direct la demande, enfin l'instruction de la demande. Donc, on a vu la première étape, c'était le dossier administratif complet, c'est la validation de la partie administrative par la caisse. Ensuite, sur l'instruction en cours, étape 1, c'est l'instruction de l'habilitation, de la partie technique en caisse. L'instruction en cours, étape 2, ça va correspondre à l'instruction de l'habilitation par la sous-commission. Et la décision CNH en cours, c'est l'instruction de l'habilitation par la CNH. Donc, ça vous permet, au fur et à mesure de l'avancée du dossier, de suivre l'état. Il faut savoir qu'il n'y aura plus d'envoi de courrier de recevabilité comme on le faisait quand on avait finalisé l'instruction et quand on l'envoyait à la CNH. Ce courrier-là qui partait de la caisse et qui vous arrivait ne sera plus envoyé. Et donc, vous pourrez suivre directement, le gestionnaire pourra suivre directement sur le compte de l'entité l'avancement de la demande. On passe directement à la décision de la CNH. Donc, si cette décision est favorable, un mail contenant la lettre de décision est envoyé au demandeur ou au gestionnaire déclaré sur l'entité. Cette lettre restera accessible tant que l'habilitation est valide au niveau des informations sur l'habilitation dans l'onglet Général. Vous voyez qu'on a un onglet qui s'est ajouté ici, Général, dans lequel vous pourrez télécharger la lettre de décision à n'importe quel moment. Dans le cas d'un refus d'habilitation, le gestionnaire ou le demandeur recevra un mail contenant la lettre de décision avec les principaux motifs de refus. Cette demande d'habilitation, elle sera disponible sur le compte de l'entité pendant 2 mois et elle sera ensuite supprimée par le système. Une nouvelle demande d'habilitation peut être déposée à tout moment, y compris dans ce délai de 2 mois. Si c'est le cas, le gestionnaire ou le demandeur devra d'abord supprimer la demande qui a été refusée et qui est toujours présente sur son compte. Enfin, concernant cette demande d'habilitation, le gestionnaire peut à tout moment mettre à jour les informations de son entité. Et on repasse sur une demande administrative à instruire si les informations modifiées dans la partie administrative le nécessitent. Et à ce moment-là, ça arrivera sur notre tableau de bord à nous en caisse instructrice. On validera et ça reviendra chez vous. Voilà sur cette partie. Je vais laisser la parole à Anaïs sur la procédure d'ajout de gestionnaire et de délégataire. Oui, voilà, donc si tu pouvais passer à la page suivante, merci. Voilà, donc l'ajout de gestionnaire, donc comme vous voyez dans l'onglet en bas à gauche, donc vous sélectionnez utilisateur. Pardon. Ensuite, donc dans l'utilisateur en haut, donc c'est à vous de choisir d'ajouter ou de créer un utilisateur.
Par la suite, vous avez à saisir donc les informations personnelles requises. Si la personne possède déjà un compte dans l'outil, on va saisir le numéro de FortPrev ou le nom, prénom, date de naissance, adresse mail. Et si la personne ne possède pas de compte, saisir également le nom, prénom, date de naissance, adresse mail. Et vous sélectionnez suivant. Alors, donc, il faut choisir le rôle de gestionnaire dans le menu déroulant, comme vous voyez sur le slide. Et puis après, pour assurer le suivi de l'habilitation, nous vous conseillons de déclarer au moins 2 gestionnaires par entité et ensuite vous enregistrez. Alors, pour l'ajout de délégataire, donc choisir le rôle du délégataire dans le menu déroulant. Alors, pour la description, donc à saisir une courte description permettant d'identifier facilement le délégataire, un rôle, une adresse. Donc, pour la description, je voulais aussi indiquer, alors, excusez-moi, je crois que j'ai avancé mes pages. Pour la description, si le délégataire de l'entité précisait son rôle, donc assistant au formateur, si le délégataire d'une antenne, c'est préciser l'adresse et ou son rôle, et rattacher un délégataire à une ou plusieurs habilitations. Et ensuite, voilà. Donc, la liste des habilitations actives détenues par l'entité s'affiche. Donc, SST, CATEC, autres, bien sûr. Choisir les habilitations sur lesquelles vous donnez délégation et vous appuyez sur OK. Donc, voilà, comme vous voyez, les habilitations sélectionnées s'affichent et ensuite vous enregistrez. Oui, l'ajout de gestionnaire, l'utilisateur, pardon, s'ajoute dans la liste des utilisateurs du compte. Puis voilà, je crois que j'ai terminé. La liste est consultable et modifiable à tout moment par le gestionnaire. Effectivement, en sélectionnant la ligne, vous pouvez aller lui ajouter des droits ou lui retirer des droits. Alors, on va passer au processus de certification. Un petit rappel aussi d'un élément qu'on vous avait présenté dans le webinaire de novembre. 3 étapes dans le processus de saisie d'une certification qui vont être réparties entre 2 utilisateurs. Le contact de l'entité, qu'il soit gestionnaire ou délégataire, et le formateur. Effectivement, c'est ce qui modifie beaucoup le principe de saisie des sessions sur FortPrev. C'est que dans FortPrev 2, le formateur est engagé dans la délivrance des certificats au titre de FortPrev. Le contact de l'entité, vous le verrez, va saisir les informations nécessaires à la génération des certificats. Le formateur va vérifier ces informations et identifier les stagiaires et les résultats qu'ils ont eu. Et ensuite, le contact de l'entité reprendra la main pour générer et télécharger les certificats. Et des corrections et des ajustements sont toujours possibles à chaque étape. Pour pouvoir saisir une certification, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais 2 conditions sont à réunir. D'abord, que l'habilitation soit valide à la date de fin de certification. Et ensuite, que le formateur soit à jour de sa qualification à la date de fin de certification. Si l'une de ces 2 conditions n'est pas remplie, vous ne pourrez pas enregistrer la certification. Ça veut dire qu'il faudra bien s'assurer avant la mise en œuvre d'une formation que ces 2 éléments sont remplis. Bien sûr, si une seule et même personne est gestionnaire et formateur, les étapes vont être réalisées uniquement par lui, en changeant de rôle, comme je vous le disais, assez simplement sur l'outil et en prenant une fois le rôle du gestionnaire et une autre fois le rôle du formateur. Quelques règles concernant l'enregistrement des certifications. Le gestionnaire, il a la vision sur FortPrev sur toutes les sessions de certification de l'entité, alors que le délégataire n'a la vision que sur les sessions déclarées par lui ou par un autre délégataire de l'entité. La saisie d'une session pourra se faire entre 3 mois avant la date de fin de session et 3 mois après. Les certificats ne peuvent être générés qu'à partir de la date de fin de session. Et en lien avec le RGPD, les sessions de certification seront supprimées de FortPrev 15 jours après la génération des certificats.
qui change quelque peu la donne par rapport à FortPrev 1. Sur le principe, donc le contact, le gestionnaire ou le délégataire va pouvoir, par l'onglet certification, créer une nouvelle session. On va lui demander d'enregistrer concernant la session le dispositif, le niveau qui sera défini par rapport aux habilitations actives de l'entité. Donc là, ça fait la référence avec la date d'échéance. Si l'habilitation est échue, elle n'apparaîtra pas dans cette liste, dans ce menu déroulant. Ensuite, on va pouvoir choisir le certificat. Le lieu de formation, donc là, il est à préciser uniquement si c'est une plateforme. Et donc là, le choix dans le menu déroulant sera limité aux plateformes déclarées par l'entité. Ce qui sera précisé sur une session sans plateforme, c'est uniquement le code postal et la ville. Ensuite, s'il s'agit d'un stage initial ou d'un MAC. Et enfin, ce qui sera déclaré comme date, c'est uniquement la date de fin de session, qui correspondra à la date de début de validité du certificat. Donc, on est bien d'accord que par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui sur FortPrev 1, il n'y a plus d'obligation à déclarer une session au minimum 15 jours avant. Il n'y a plus la date de début de session et le lieu précis et les horaires. Ce qui va être important de préciser, c'est uniquement la date de fin de session qui définira la date de validité du certificat. Ensuite, dans l'onglet formateur, le gestionnaire ou le délégataire va indiquer le numéro FortPrev du formateur ou bien saisir les noms, prénoms, date de naissance pour lancer la vérification. Par rapport à ce que vous connaissez sur FortPrev 1, également, un changement important, c'est qu'aujourd'hui, les formateurs sont rattachés aux établissements. Demain, dans FortPrev 2, il n'y aura plus aucun formateur rattaché à un établissement. Et donc, vous devrez vous assurer que la liste de formateurs qui intervient pour votre établissement est bien certifiée et bien un jour de sa certification en vérifiant son certificat FortPrev ou une attestation. Et donc, à partir de là, FortPrev va vérifier plusieurs éléments. Si l'individu existe bien dans l'outil, est bien utilisateur, s'il a bien un rôle de formateur, s'il possède bien la qualification requise pour le dispositif niveau qu'on vient d'enregistrer, et si cette qualification est bien valide à la date de fin de session déclarée. Alors en soi, ça ne modifie absolument pas, c'est ce que je vous disais au début, ça ne modifie absolument pas le cadre de la formation ou de l'habilitation. Simplement, ça fait partie des éléments qui sont aujourd'hui bloquants sur FortPrev. Si un formateur n'est pas à jour de sa certification au moment où il dispense la formation, la session de certification ne pourra pas être saisie sur FortPrev. Enfin, concernant les stagiaires, le gestionnaire va devoir déclarer les stagiaires qui ont suivi cette formation. Concernant une formation d'acteur ou d'animateur prévention, ce qu'on appelle le niveau 1, les éléments qui vont être demandés, c'est uniquement le nom, le prénom, la date de naissance. Petite subtilité par rapport aux formations d'acteurs SST et de formateurs SST qui sont encore inscrites au répertoire spécifique jusqu'à fin janvier et fin février 2023. Le nom de naissance, la ville de naissance et le pays de naissance seront également requis sur FortPrev 2 jusqu'à ces dates-là. Après, ces dispositifs, ces formations ne seront plus inscrites au répertoire spécifique. Donc, on reviendra à une saisie simple du nom, du prénom et de la date de naissance. Concernant le niveau 2 de formateur, soit le formateur possède déjà un compte dans FortPrev, puisqu'il s'agit d'un MAC. À ce moment-là, vous allez pouvoir saisir le numéro FortPrev ou les noms, prénoms, date de naissance et lancer la recherche. S'il ne possède pas de compte dans FortPrev, dans le cas d'une formation initiale, le gestionnaire va saisir les noms, prénoms, date de naissance et l'email afin de créer le compte. À partir de là, la demande est envoyée par le gestionnaire. Elle va arriver sur le tableau de bord du formateur. Je refais le lien avec les notifications par mail. Si le gestionnaire et le formateur ont bien activé la réception de notifications par mail, le formateur va recevoir un mail lui disant « Vous avez une action à traiter sur FortPrev ». Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'il se connecte sur FortPrev pour savoir qu'il a une action à traiter, ou bien que le gestionnaire lui envoie un mail ou lui téléphone pour lui dire tu as une session à vérifier et à valider. Donc, à partir de là, le formateur va se connecter sur son espace FortPrev
et il verra dans la partie certification, dans le menu à gauche, la partie certification à traiter, qu'il a une demande à traiter. Il verra la liste des sessions de certification et pour accéder aux détails, il suffit simplement de cliquer sur la ligne ou sur la flèche. Un point de vigilance, puisque ça a été déjà observé, évitez, si vous avez les deux rôles de gestionnaire et de formateur, d'ouvrir deux onglets avec chacun un rôle. Ça peut créer un conflit sur ForPrev et du coup, pas forcément enregistrer les éléments. C'est assez simple, vous verrez, de passer d'un rôle à l'autre, donc vous pouvez éviter de passer par ce système d'onglets. Le formateur va donc pouvoir vérifier les informations qui ont été renseignées par le gestionnaire. Donc, il a la visibilité sur toutes les informations. Et si ces informations sont correctes, il va pouvoir saisir les résultats des stagiaires. Et pour chaque stagiaire, il va également vérifier le nom, le prénom, la date de naissance et préciser s'il s'agit d'un échec ou d'une réussite. S'il n'y a pas de modification, à ce moment-là, il va pouvoir cliquer sur « Envoyer les résultats des stagiaires » et soumettre au gestionnaire. S'il y a des modifications à apporter sur la session ou sur les stagiaires, il va pouvoir faire un retour commenté et préciser dans son commentaire les modifications à apporter, soumettre au gestionnaire. Et à ce moment-là, la demande revient sur le compte du gestionnaire qui va pouvoir soit modifier, renvoyer au formateur pour que le formateur vérifie et valide, soit, s'il n'y avait pas de modification, générer les certificats. Et donc, on arrive sur la troisième page du téléchargement. Et l'information importante également, c'est que le téléchargement des certificats est possible pendant 15 jours à compter de la date de génération. Puis, ils sont supprimés de la base. La session est supprimée, donc les certificats n'apparaîtront plus sur la base. Aucun duplicata ne pourra être délivré une fois la session supprimée, ni par le gestionnaire, ni par un utilisateur du réseau. Les CARSAT comme l'INRS n'ont pas la possibilité, ces informations, vous l'avez bien compris, sont supprimées complètement, donc ni l'INRS ni les CARSAT n'ont accès aux informations, donc aucun duplicata ne pourra être délivré une fois la session supprimée. Une particularité, le formateur, lui, va pouvoir télécharger son certificat. Ce certificat-là restera actif et téléchargeable sur son espace personnel. Vous le voyez en haut, on est avec le profil de formateur, avec le rôle de formateur. Et donc, à partir de son espace personnel, il va pouvoir télécharger son certificat et le remettre à un organisme ou une entreprise pour lequel il intervient. Tant que ce certificat est valide, il restera sur cet espace. Alors, pour la suppression des données à caractère personnel, donc, ne pas retenir les délais, car c'est susceptible d'évoluer dans le courant de l'année en fonction de l'utilisation de ForPrev 2, mais bien savoir que les informations sont amenées à être supprimées dans ForPrev 2. Les données qui seront donc amenées à être supprimées, donc les habilitations échues, donc le délai de 3 mois, donc alerte au gestionnaire et délégataire à 12 et 6 mois. Ensuite, habilitation refusée, le délai est approximativement donc de 2 mois. Mail au gestionnaire après décision de CNH. Demande administrative non soumise ou restée sans suite après retour commenté de la caisse et après validation. Le délai est de 2 mois. La certificat de formateur non valide, le délai de 3 mois. Alerte au formateur à 9 et 6 mois. Utilisateur donc sans rôle, exemple gestionnaire ou délégataire d'une habilitation échue, formateur non valide, délai est de 3 mois. La session des certifications créée mais sans action ultérieure, le délai est de 3 à 4 mois. Donc alerte au gestionnaire et délégataire à 20 et 10 jours. Et la session de certification après génération des certificats, le délai est de 15 jours. Alors ensuite, les diffusions d'informations ciblées. Donc il y a possibilité pour les caisses et l'INRS de communiquer via ForPrev vers un groupe d'utilisateurs de ForPrev et via ForPrev. Donc les grands principes. Alors il n'y a pas de communication des utilisateurs de ForPrev vers le réseau. Informations concernant uniquement l'habilitation et les formations du réseau.
Message sur la page d'accueil de FortPrev sur une période de diffusion définie par l'émetteur vers un ou des rôles décidés par l'émetteur et notification par mail en fonction des choix des utilisateurs. En ce qui concerne l'aide et l'assistance, donc vous avez depuis le menu de FortPrev rubrique aide et assistance. Donc il y a plusieurs modalités, pardon. La foire aux questions, manuel en fonction des rôles, lien vers le formulaire de contact. Et en ce qui nous concerne, nous avons un mail, CARSAT Auvergne, donc fortprev2@carsat-auvergne.fr. Je vous remercie. On va passer aux questions. Oui, alors, Bien regarder sur comme nous l'avions proposé, vous avez posé 2 questions. La première, concernant la validation des certificats, il est simple de passer de l'accès gestionnaire à celui de formateur lorsque le formateur est interne à l'organisme de formation. Mais la question qui se pose, c'est pour les formateurs sous-traitants, nous ne pourrons pas, en tant que gestionnaire, prendre la main à leur place. Non, effectivement. Effectivement, le principe de cette double validation, c'est d'engager le formateur dans le processus de certification sur FortPrev et donc, quelque part derrière, d'éviter également l'usurpation d'identité. Donc, l'idée, c'est que le gestionnaire de l'entité déclare les certifications. Il va déclarer un formateur. Automatiquement, cette session va arriver sur le tableau de bord du formateur. Donc, tous les formateurs vont avoir accès à FortPrev et vont avoir un rôle à jouer dans FortPrev. C'est obligatoire. Et donc, l'idée, ce n'est pas que le gestionnaire prenne le rôle du formateur, c'est bien que le formateur joue son rôle de formateur et valide la session, enfin vérifie la session et valide les certificats. Et ensuite, ça reviendra sur le tableau de bord du gestionnaire de manière à ce qu'il puisse générer les certificats. Une deuxième question. Si on ouvre une session qui est annulée, pas besoin de la supprimer alors? Si l'on ouvre une session qui est annulée… Est-il nécessaire de la supprimer? Alors, je dirais que non, puisque au bout d'un certain délai, elle sera supprimée automatiquement. Mais si vous ne voulez plus l'avoir, parce qu'en fait, tant qu'elle va rester ouverte, vous aurez une tâche à traiter sur… le gestionnaire aura une tâche à traiter sur FortPrev. Donc, le plus simple, c'est que si la session est annulée, vous pouvez l'annuler sur FortPrev. Une troisième question. Pour des sessions, si je comprends bien, programmées les 12 et 13 janvier prochains, est-ce que ça change quelque chose? Aujourd'hui, non. Si l'entité est habilitée et que le formateur est certifié, ça ne change rien. La formation peut avoir lieu. Simplement, elle sera enregistrée dans FortPrev 2 à partir de la mise en ligne de FortPrev 2. Il n'y a pas d'intérêt à la déclarer aujourd'hui sur FortPrev 1 puisqu'il n'y aura pas de reprise de cette session en cours. Et une autre question qui concerne donc cette notion de délégataire ou de gestionnaire. Le formateur ne peut plus déclarer ses sessions, sauf si effectivement il est délégataire ou gestionnaire. Oui, tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. On a effectivement cette possibilité-là du délégataire, de donner un rôle de délégataire à un formateur qui prendrait donc, tout le parcours tout le processus de certification en changeant de rôle à chaque fois. Alors, pour revenir à la question sur l'exemple de session programmée les 12 et 13 janvier prochains, c'est bien compris. Mais FortPrev 2, ce ne sera pas exploité sur FortPrev 2. Si. C'est ça la question? Alors, on a ouvert vos micros. Hein. Si vous souhaitez préciser vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. Alors, en fait, vous êtes obligé d'attendre la mise en ligne de FortPrev, donc a priori aujourd'hui qui est annoncée au 9 janvier. Donc, cette session, elle ne sera pas déclarée au préalable, mais vous l'avez bien compris, vous avez 3 mois avant ou 3 mois après pour la déclarer. Donc, il n'y a plus cette notion de déclarer au préalable. Si vous pouvez la déclarer le 13 pour le 14 pour générer les certificats, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'intérêt à la déclarer au préalable. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Alors, n'hésitez pas à intervenir hein, si nous ne répondons pas correctement à votre question. Une nouvelle question, les certificats sont-ils toujours téléchargeables en PDF? Oui, tout à fait. Et du coup, vous l'avez compris, ils vont disparaître au bout de 15 jours. Alors, il y a la génération et il faut distinguer le téléchargement. Le délai de 15 jours va s'appliquer à partir de la génération du certificat. Si vous avez uniquement généré et pas téléchargé, ce délai de 15 jours commence à partir de la génération. Donc, ce qu'on vous invite à faire, vous l'aurez compris, c'est de télécharger et de conserver ces certificats chez vous, enfin dans votre organisme, de manière à éventuellement pouvoir les refournir si un stagiaire vous les demandait. Mais sur la base, ils seront amenés à disparaître. Ensuite, est-ce que FortPrev sera accessible depuis un smartphone? A priori, oui. Est-ce qu'il y aura un aménagement particulier, une visibilité particulière? Ça, je l'ignore. Mais a priori, un smartphone, oui, je ne vois pas ce qui empêcherait de se connecter à FortPrev à partir d'un smartphone. Mais je peux reposer la question à l'INRS quand même pour en savoir plus. Mais, Alors, s'agissant donc de la mise en ligne de FortPrev 2, il est possible de ressaisir qu'à partir du 9 janvier, point d'interrogation. Qu'en est-il des sessions qui sont programmées entre le 20 décembre, donc la fin de FortPrev 1, et l'ouverture de FortPrev 2 le 9 janvier? eh ben, celles-ci n'apparaîtront nulle part entre le 20 décembre et le 9 janvier. Et à partir du 9 janvier et de votre possibilité de vous connecter à FortPrev, vous pourrez les enregistrer et éditer les certificats à partir du moment où elles auront eu lieu. Alors, y aura-t-il toujours un peu de latitude sur la date de fin de validité du MAC? Par exemple, si le Covid a empêché donc, de suivre son MAC. Alors oui, dans le cas du Covid ou dans le contexte qu'on a connu un peu particulier, oui, effectivement, il y aura une latitude. Il faudra bien prendre contact avec la CARSAT. Mais là, l'idée dans la présentation qu'on vous a montrée, c'est bien de vous assurer au préalable, avant la mise en œuvre d'une session, que le formateur est à jour. Si vous nous appelez en nous disant le formateur a animé la session et je me suis rendu compte après qu'il n'était pas à jour, ça sera plus compliqué. Donc l'idée, c'est bien de vous assurer en tant que gestionnaire que le formateur, mais comme, enfin voilà, ça ne change rien au processus, de vous assurer avant d'employer un formateur que celui-ci est bien à jour de son certificat. Après, les cas particuliers, il y en aura toujours, on en connaît, des formations qui ne peuvent pas, qui étaient prévues, qui ne peuvent pas avoir lieu pour X raisons et qui sont donc reportées et qui du coup font que le formateur dépasse le délai. Ça, effectivement, on a bien conscience que ça va arriver encore. Mais l'idée, c'est bien de nous contacter à ce moment-là et comme on le fait aujourd'hui, qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on autorise le formateur à animer telle ou telle session avant le passage de sa nouvelle, enfin le passage en MAC et sa nouvelle certification. Ça sera bien à faire en amont et pas après la session. Alors, une question qui concerne la déclaration de session et par exemple une session programmée pour le 10 janvier 2023. Peut-on ou est-il nécessaire de la déclarer 15 jours avant l'ouverture de session? Non, il n'y a plus d'obligation à déclarer les sessions 15 jours avant. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les enregistrer jusqu'à 3 mois avant et jusqu'à 3 mois après. Donc après, c'est votre fonctionnement dans la structure qui va décider de quand vous enregistrez cette session. Vous pouvez très bien décider d'enregistrer la session a posteriori, une fois que la session a eu lieu, d'enregistrer la session en tant que gestionnaire, de déclarer les stagiaires, de l'envoyer sur le tableau de bord du formateur pour qu'il valide directement, qu'il vérifie et qu'il valide les résultats, et de reprendre la main pour générer les certificats. Il n'y a plus cette notion de 15 jours de déclaration préalable. On est vraiment, le principe qui change, c'est qu'auparavant, on déclarait des sessions. Aujourd'hui, on déclare une certification. Donc, on peut la déclarer au préalable ou on peut aussi attendre de l'avoir réalisée concrètement sur le terrain pour la déclarer et générer le certificat. Une autre question qui concerne une session de formation qui débuterait le 19 janvier et qui se terminerait le 19 décembre pardon, et qui se terminerait le 20 décembre. Faudra-t-il la déclarer dans FortPrev 2? Oui.
Alors, quand on dit, je n'ai pas demandé précisément à l'INRS si, quand on dit ForPrev sera supprimé le 20, est-ce que ça veut dire que vous aurez encore accès jusqu'au 19 ou jusqu'au 20, 23h59? Mais a priori, si vous n'avez pas pu, dans tous les cas, si vous n'avez pas pu déclarer, clôturer la session et générer les certificats dans ForPrev 1, vous serez dans l'obligation de la redéclarer dans ForPrev 2 pour pouvoir télécharger les certificats. Pas de souci, c'est prévu comme ça. Donc, dès que ForPrev 2 est en ligne, vous reprendrez bien les sessions pour lesquelles vous n'avez pas pu générer les certificats. Je vois qu'on a une main levée. Oui, alors il y a une main levée, effectivement. Je vais juste poser la dernière question là, qui s'affiche dans le chat, qui concerne donc un futur utilisateur et donc nouveau formateur. Et il s'agit donc d'une future formatrice qui n'exploite pas aujourd'hui ForPrev 1. Et la question qui se pose, c'est est-ce que des sessions seront organisées pour être formées à l'utilisation de ForPrev 2 ? Aujourd'hui, non. On met en place ces webinaires vers vous, vers le maximum d'utilisateurs. Ce webinaire-là sera en replay pour pouvoir être réutilisé. Vous, en tant que gestionnaire, enfin en tant qu'utilisateur dans vos différents établissements, vous pouvez relayer ces informations. Après, en fonction des besoins sur le premier semestre ou de vos retours de terrain, on n'exclut pas l'idée de reproposer une animation, un webinaire pour échanger sur, voilà, s'il y a des difficultés particulières. Sur le principe, nous, on l'a testé, ForPrev 2, il est assez simple d'utilisation. Il change un petit peu les pratiques, mais il est assez simple d'utilisation, il est assez simple de prise en main. Pour ceux qui ont connu le déploiement de ForPrev 1, ça n'a rien à voir. C'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, nous, on n'a pas prévu de mettre en place de formation. On pourra remettre en place des accompagnements comme celui-ci s'il s'avère que c'est nécessaire. Et l'INRS, de son côté, va mettre en place des tutoriels, des petites vidéos, des petites sessions qui seront disponibles sur ForPrev pour pouvoir prendre en main l'outil si vraiment c'est nécessaire. Mais là, effectivement, on parle de la question portée sur une nouvelle formatrice, mais la question va se poser pour même des formateurs qui sont formateurs depuis des années et qui, jusqu'à maintenant, n'utilisaient pas forcément ForPrev. À partir de demain, ces formateurs-là qui n'allaient jamais sur ForPrev parce qu'ils n'en avaient pas l'intérêt ou le besoin, à partir de demain, il va falloir qu'ils aillent sur ForPrev. Ils ont un rôle à jouer sur ForPrev. Donc, vous, en tant que correspondant habilitation et gestionnaire demain, vous avez une information à transmettre à vos formateurs, les formateurs qui vont intervenir pour vous, que ce soit en entreprise ou en organisme de formation, pour bien leur donner toutes ces informations-là. Alors, nous avions une main levée, effectivement, de Rachel Da Silva. Donc, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Alors, moi, ma question, donc, on n'a plus de délai pour déclarer les sessions, c'est juste pour les certifications. Mais une fois que je déclare une session, il faut que le formateur valide les résultats pour que j'ai accès aux certifications, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En tant que gestionnaire, oui, vous devez attendre que le formateur ait bien vérifié et validé les résultats. Et après, il n'y a que vous, en tant que gestionnaire, qui pouvez éditer les certificats. Et comment ça se passe, comment dire? Enfin, il faut créer plusieurs comptes différents ou Non, en fait, pour chaque habilitation, il y a à minima un gestionnaire. À partir de ForPrev 2, il y a à minima un gestionnaire, c'est le correspondant habilitation qui est enregistré aujourd'hui sur ForPrev 1. Si on part d'une nouvelle demande, le demandeur va devenir gestionnaire au moment où l'habilitation sera validée. Donc, on a un gestionnaire. Le gestionnaire, il va employer un formateur pour une formation, donc il va le déclarer sur cette session-là. Il va aller récupérer ce numéro ForPrev et c'est par exemple Jean Dupont. En fait, quand vous allez, en tant que gestionnaire, soumettre la session, quand vous aurez rempli tous les éléments qui concernent la session, la partie des stagiaires, vous allez envoyer la session. Ça arrivera automatiquement sur le tableau de bord de Monsieur Dupont, le formateur que vous avez sélectionné. donc c'est un même compte pour tout le monde? Alors non, ce n'est pas un même compte. Là, on passe sur le compte de Monsieur Dupont. On n'est plus sur le compte du gestionnaire que vous étiez auparavant.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la session de certification qui est sur le compte du gestionnaire de l'entité habilitée. Une fois que vous allez la soumettre, vous, en tant que gestionnaire, elle va apparaître sur le compte et uniquement cette session-là sur le compte du formateur. Ok, Il va la qui aura retrouver juste à valider les résultats. Il va la retrouver dans ses tâches à traiter. Ok. Et du coup, lui va valider les résultats. Et après, elle va revenir sur le compte du gestionnaire et elle n'apparaîtra plus sur le compte du formateur. Ok. D'accord. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, le lien avec le choix de la réception des notifications, il va être important là, à ce stade-là. Soit vous mettez en place un système d'information, c'est-à-dire qu'en tant que gestionnaire, vous validez vous soumettez une session de certification au formateur, vous l'informez par le mode de communication que vous choisissez, téléphone, mail ou autre, vous l'informez. Soit lui a bien activé les notifications et il recevra un mail lui indiquant qu'il a une action à traiter sur FortPrev. D'accord. Voilà. Ça, c'est très important, le principe des notifications, parce que ça va être valable aussi pour une échéance d'habilitation ou une échéance de certificat. Une échéance d'habilitation, on vous disait qu'il y aurait une alerte à 12 mois et à 6 mois, je crois, ou 9 mois, je ne sais plus. Cette alerte, elle va apparaître sur le tableau de bord du gestionnaire ou des gestionnaires. Mais si le gestionnaire ne va pas sur FortPrev, il n'aura pas connaissance de cette alerte. Et donc, on peut passer d'une date d'une échéance. Et pareil pour le formateur. Le formateur, s'il ne va pas sur FortPrev ou s'il n'a pas notifié, enfin, s'il ne va pas sur FortPrev et qu'il n'a pas notifié la réception des alertes par mail, il peut passer à côté de l'échéance de sa certification, alors qu'il y a des alertes qui sont prévues justement pour l'alerter suffisamment en amont et anticiper son MAC. Ok. Voilà. Alors, une nouvelle question dans le chat qui concerne à nouveau donc cette notion de rôle prévue dans FortPrev 2. Je suis aujourd'hui assistante. Est-ce que je dois me déclarer en qualité de gestionnaire pour déclarer donc les sessions? Et pour les formateurs, qu'ils soient internes ou sous-traitants, devront-ils eux-mêmes saisir les résultats? Oui. Alors, sur la première partie de question, aujourd'hui, l'assistant ou l'assistante sur FortPrev 1 serait le délégataire sur FortPrev 2. Maintenant, c'est l'entité qui va décider si… c'est le gestionnaire de l'entité qui va décider s'il crée un profil de délégataire, c'est-à-dire simplement donner les droits à déclarer des sessions, ou s'il crée à cette personne plutôt un profil de gestionnaire, c'est-à-dire une personne qui aura l'accès à l'ensemble de l'habilitation, au renouvellement, aux demandes supplémentaires. Ça, c'est vraiment fonction de votre organisation dans l'entreprise. Donc, sur le principe, moi, j'ai tendance à dire qu'un rôle d'assistant ou assistante aujourd'hui correspond à un rôle de délégataire demain. Et ça, c'est le gestionnaire de l'entité. Quand il aura accès à FortPrev 2, dès qu'il aura l'accès à FortPrev 2, il devra se reposer les questions sur qui est gestionnaire et qui est délégataire et les créer. C'est lui qui va vous créer ce profil-là ou de gestionnaire ou de délégataire. Voilà. Et la deuxième partie, tu peux me redire, Stéphane? Donc, ça concerne les formateurs, qu'ils soient internes à la structure ou vacataires, enfin sous-traitants, devront-ils saisir eux-mêmes les résultats Oui. de la session de formation? Oui, tout à fait. Tous les formateurs, qu'ils soient formateurs d'entreprise, formateurs d'organismes de formation, formateurs vacataires, n'importe lequel des formateurs qui intervient sur une session de certification devra accéder à FortPrev pour valider les résultats qu'il a lui-même, enfin, en fait, voilà, transcrire le résultat de sa session sur FortPrev. C'est son engagement, c'est bien le formateur qui est certifié, et donc dans FortPrev 2, c'est lui qui vient préciser qu'il a certifié. Après, un gestionnaire ne peut pas avoir un rôle ne peut pas créer un rôle de formateur. Hein. Pour être formateur, il faut bien avoir un certificat. Par contre, si dans votre organisation, vous décidez qu'un formateur a un rôle de délégataire pour pouvoir faire ce processus de certification, vous en avez la possibilité. À ce moment-là, le formateur prendra le rôle de délégataire pour enregistrer la session. Il prendra son rôle de formateur pour enregistrer les résultats et il reprendra le rôle de délégataire pour générer et télécharger les certificats. Mais l'inverse n'est pas possible.
Une question qui concerne les identifiants et mots de passe. Resteront-ils les mêmes sur FortPrev 2? Alors, l'identifiant FortPrev, oui. Les 3 lettres et les 5 chiffres, oui. Et à la première connexion, on va vous demander de générer un mot de passe. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si vous pourrez rentrer le même mot de passe que celui que vous aviez ou si on vous demandera automatiquement de le changer. Moi, je tenterai l'expérience de mettre le même. Après, on verra à la connexion. A priori, je pense qu'en mettant le même, ça passera puisqu'on n'est plus sur le même outil, mais ça sera vérifié à la première connexion. Mais en tout cas, l'identifiant reste le même, c'est sûr. Alors, une question qui concerne les informations sur l'entité. Donc aujourd'hui, j'utilise FortPrev 1, j'ai tout renseigné sur mon entité. Est-ce que je devrais tout ressaisir dans FortPrev 2 sur mon entité, gestionnaire et formateur? Non. Pour toutes les habilitations qui sont actives au moment de la bascule, au 1er janvier 2023, les informations seront reprises, mais uniquement les informations nécessaires. Dans FortPrev 1, dans la partie administrative, il y avait des éléments qui concernaient, pour les organismes de formation, l'expérience en prévention, par exemple. Et dans la partie technico-péda, il y avait des éléments qui concernaient les modalités pédagogiques, les modalités d'évaluation, par exemple. Toutes ces notions-là, elles disparaissent sur FortPrev 2. C'est vraiment simplifié à ce que je vous ai présenté tout à l'heure en termes d'information. C'est-à-dire sur la partie administrative, simplement les éléments administratifs concernant l'entité, et sur la partie technico-péda, uniquement les documents. Du coup, ces éléments-là, pour toutes les entités, pour toutes les habilitations actives au 1er janvier, elles seront automatiquement reprises. Concernant les utilisateurs, les seuls utilisateurs qui sont repris, ce sont les gestionnaires, les correspondants habilitation entité. Ceux qui sont correspondants habilitation entité aujourd'hui sont repris dans FortPrev 2. Concernant les formateurs, il n'y a pas de reprise de formateurs sur les entités puisqu'il n'y a plus aucun formateur qui est rattaché à une entité. En fait, à chaque fois que vous allez créer une session, vous allez chercher le formateur qui a animé cette session par son numéro FortPrev, par son identifiant FortPrev ou par son nom, prénom, date de naissance et adresse mail. Donc, il n'y a plus de formateurs rattachés et donc il n'y a plus de liste de formateurs attachés à un organisme ou à une entreprise. Alors, une autre question qui concerne la validité d'un certificat, à titre d'exemple, pour un certificat d'acteur SST. Est-ce qu'il sera possible de former en 2023 un acteur SST dont le MAC est, dont la validité du MAC est échue donc à fin 2022? Sera-t-il possible de faire son MAC en 2023? Oui. Alors, pour les acteurs, on ne l'a pas précisé dans le diaporama, mais en fait, les acteurs formés, les niveaux 1, n'auront plus de numéro FortPrev puisqu'ils sont amenés à disparaître de la base au bout de 15 jours, après la génération des certificats. Donc, il n'y aura plus de numéro FortPrev. Ce qui fait que vous allez, à chaque fois que vous allez faire une session, vous devez vous assurer, mais ça ne... Ce n'est pas FortPrev qui modifie ce principe-là. Avant chaque session, vous devez vous assurer, en tout cas avant chaque session de MAC, vous devez vous assurer que le stagiaire a les prérequis. Et les prérequis vont être vérifiés par rapport au précédent certificat FortPrev ou par rapport à une attestation de suivi de formation ou de compétences. Et à partir de là, vous allez pouvoir enregistrer le stagiaire suite à la session qu'il aura suivie. Une question concernant le domaine de compétences ALM. J'ai suivi donc la formation ALM valant MAC avant l'échéance de validité de ma formation initiale. J'ai donc actuellement 2 certificats PRAP2S. FortPrev 2 va faire le ménage sur ces doublons ou vais-je recevoir une alerte tout de même? Première question. Ou faudra-t-il que je fasse une manipulation particulière sur FortPrev 2? À vérifier, je poserai la question. A priori, il n'y aura plus qu'un certificat. Le dernier valide celui qui a été remis au moment du suivi de l'ALM. Mais c'est un élément qu'il faut que je vérifie parce que je suis surprise qu'il y ait 2 certificats, un ancien et je pense que l'ancien, enfin normalement ça aurait dû écraser l'ancien ou en tout cas l'ancien ne devrait plus être valable, donc à vérifier.
Une autre question, pouvons être gestionnaire et formateur ou faut-il une deuxième personne? Pardon. Est-ce qu'une même personne peut occuper le rôle de gestionnaire et de formateur ou faut-il deux personnes distinctes? Non, non, non. On va prendre le cas d'un organisme de formation dont le responsable est également commercial, secrétaire, formateur, enfin en fait qui est seul dans son organisme de formation. Il aura forcément un rôle de formateur puisqu'il aura un certificat, tant qu'il a un certificat à jour, et il aura aussi forcément le rôle de gestionnaire. Et donc, il changera ce rôle. Alors, il faudra bien rentrer avec le rôle différent correspondant à l'acte que vous voulez faire à la manipulation que vous voulez faire sur FortPrev, mais ça peut tout à fait être la même personne qui a un profil de gestionnaire ou délégataire et formateur. Ce que je précisais tout à l'heure, c'est que pour avoir le rôle de formateur, il faut avoir un certificat valable. Donc, un formateur peut être délégataire, par contre, ou gestionnaire. Par contre, un gestionnaire ou un délégataire peut pas être systématiquement formateur. Alors, une question concernant la certification de formateur. Est-ce que FortPrev prévoit la mise à jour du certificat automatiquement ou est-ce que ce sera au formateur de mettre à jour son certificat sur FortPrev 2? Non, effectivement, sur FortPrev 1, c'était l'entité qui utilisait, entre guillemets, un formateur qui devait le référencer après chaque MAC. Là, non, ce sera fait automatiquement. Du moment que le formateur va suivre son MAC, le formateur sera mis à jour, le certificat pardon, sera mis à jour sur FortPrev et du coup, avec l'identifiant, on retrouvera le certificat, le dernier certificat valide. Donc, il n'y a plus cette notion d'enregistrement ou de référencement de certificat à l'issue du suivi du MAC. Alors, une question concernant donc l'enregistrement sur FortPrev 2. Plus aucun stagiaire ne sera enregistré sur FortPrev 2. Et il n'y a donc plus moyen de retrouver ou voir si une personne est déjà inscrite. Oui, effectivement. Alors, sur FortPrev 1, vous aviez cette possibilité-là tant que le stagiaire était déjà passé par votre organisme de formation préalablement. Sinon, si c'était un stagiaire que vous aviez pour la première fois, vous ne pouviez pas le retrouver de toute manière. Avec FortPrev 2, vous n'aurez plus cette possibilité-là, effectivement. Il n'y aura plus l'historique des stagiaires. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra être vigilant à conserver les certificats que vous générez ou à avoir. Alors, je pense que dans bon nombre d'organismes de formation, il y avait déjà une gestion parallèle à FortPrev avec la liste des stagiaires que vous aviez et leur validité. Mais effectivement, c'est des informations que vous ne verrez plus dans FortPrev 2. Et ça, je le répète, c'est vraiment en lien avec le respect du règlement pour la protection des données qui veut que toutes les informations qui ne sont plus utiles, qui sont exploitées et qui ne sont plus utiles dans un outil doivent être supprimées. Donc, comme FortPrev est destiné à éditer des certificats, une fois que le certificat il est généré et téléchargé, l'INRS a considéré que ces éléments-là, nom, prénom, date de naissance du stagiaire, qui sont des données à caractère personnel et sensible, au sens de la RGPD, ces informations-là doivent être supprimées. Donc, il n'y aura plus d'historique ni de session, ni de stagiaires formés ou autres. Madame Da Silva, vous avez toujours la main levée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Donc, moi, en fait, ma question, c'est, là, lors de la première connexion, on fait une nouvelle demande et le formateur qu'on va rentrer devra créer un compte par la suite ou pas? En fait, moi, c'est ça que j'ai vraiment du mal à comprendre. D'accord. Quand vous dites lors de la première connexion, vous faites une demande parce que vous n'êtes pas habilité pour le moment ou vous faites déjà partie d'une entité habilitée? On a des formateurs habilités, mais après, en fait, moi, je serais gestionnaire des certifications, en fait. Et après, nous, sur place, on a un formateur qui est habilité.
D'accord. Alors, deux cas de figure. À l'ouverture, à la mise en ligne de FortPrev 2, soit votre entité, organisme de formation ou entreprise était habilitée avant et à jour de l'habilitation. À ce moment-là, vous retrouverez sur FortPrev 2 la même habilitation. Vous n'avez pas de demande particulière à faire. Okay. Vous retrouverez cette habilitation et simplement, vous aurez les certifications à enregistrer avec la procédure qu'on a vue, c'est-à-dire enregistrer les éléments concernant la session, les éléments concernant les stagiaires et envoyer au formateur pour qu'il puisse valider. Deuxième cas de figure, vous n'êtes pas, votre entité, organisme ou entreprise n'est pas habilitée aujourd'hui. À ce moment-là, vous passez dans le rôle de nouvel utilisateur sur FortPrev et là, vous allez utiliser la procédure qui est de créer un compte entité et déposer une demande d'habilitation. Mais ça concerne bien que les établissements qui ne sont pas habilités aujourd'hui. D'accord. Hein? Et si vous êtes dans le cas d'une entité qui est déjà habilitée, vous allez retrouver sur FortPrev 2 les éléments concernant l'habilitation. Ce que vous ne retrouverez pas simplement, c'est l'historique de l'activité en termes de sessions enregistrées ou de stagiaires formés jusqu'à maintenant. OK. Alors, une question qui concerne les statistiques des acteurs et formateurs certifiés, puisque FortPrev 2, effectivement, ne permettra plus de conserver les certificats délivrés. Bon, sur l'exemple là qui est évoqué, ça concerne le SST, mais la question vaut pour tous les certificats. Est-ce que les CARSAT et l'INRS pourront tout de même gérer des statistiques pour justement évaluer le nombre d'acteurs et de formateurs formés? Oui. Évidemment. Oui. L'INRS qui reste souverain dans la gestion de l'habilitation pourra élaborer des statistiques sur le nombre d'acteurs et de formateurs, mais pas que, ça concerne aussi les animateurs prévention formés sur l'ensemble du territoire pour justement suivre des statistiques et donner à voir sur ce qui se fait en matière de formation continue sur le champ de la santé et de la sécurité au travail. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ce sont les données à caractère personnel qui disparaissent de la base, mais le nombre de sessions ou le nombre de stagiaires sera toujours accessible pour le réseau. Donc, on pourra dire qu'il y a X sessions et X stagiaires qui ont été certifiés, mais par contre, on ne pourra pas dire qui ou quand, enfin, à part si la date va rester, mais c'est toutes les données à caractère sensible qui disparaissent, mais pas le nombre. Alors, j'espère ne pas avoir oublié de questions sur le chat. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir puisque vos micros sont déverrouillés. Ou encore une fois, via le chat, puisqu'il reste 5 minutes sur ce webinaire. Plus de questions? Alors, juste rajouter un petit élément. Anaïs vous l'a dit, on a effectivement une adresse mail qui est fortprev2@carsat-auvergne.fr. N'hésitez pas à communiquer via cette adresse mail vos questions qui arriveraient après cette présentation. Mon adresse mail et mon téléphone restent d'actualité aussi, mais c'est vrai que sur l'adresse mail fortprev2, Anaïs et moi avons la visibilité, on peut répondre toutes les deux, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. Et le dernier point que je voulais vous dire, vous le voyez à l'écran, on a fait une petite évaluation de cette action de communication. Donc, merci de bien vouloir prendre 30 secondes, 1 minute pour répondre à cette évaluation. Il y a 4 ou 5 questions. Donc, merci à toutes et tous. Nous vous souhaitons une belle journée. Et évidemment, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.